Chapitre 4. Les systèmes de croyance. Le pouvoir de créer et de détruire. Sous toutes nos pensées se cachent nos croyances, comme le voile ultime de notre esprit. Antonio Machado. C'est un homme amer et cruel, un alcoolique et un toxicomane, qui a failli se tuer à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre d'un caissier qui lui barrait le chemin. Il a 2 fils, nés à 11 mois d'intervalle seulement, dont l'un est devenu, en grandissant, tout le portrait de son père. Un toxicomane qui vivait en volant et en menaçant les autres jusqu'à ce qu'il soit à son tour écroué pour une tentative de meurtre. L'histoire de son frère, cependant, est tout à fait différente. C'est un homme qui est comblé par son mariage, élève ses 3 enfants et qui semble profondément heureux. Il est directeur régional d'une prestigieuse entreprise d'envergure nationale, fonction qu'il estime à la fois stimulante et gratifiante. Il est en bonne santé et ne consomme ni drogue ni alcool. Comment ces 2 jeunes hommes ont-ils pu devenir si différents alors qu'ils ont pratiquement grandi dans le même environnement? On leur a demandé à chacun et à l'insu de l'autre, pourquoi votre vie a-t-elle tourné ainsi? La réponse surprenante qu'ils ont donnée tous les 2 est exactement la même. Qu'aurais-je pu devenir d'autre avec le père que j'ai eu? Nous sommes très souvent enclins à croire que les événements extérieurs contrôlent notre vie et que notre environnement a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Rien n'est plus faux. Ce ne sont pas les événements de notre vie qui nous influencent, mais nos croyances. 2 hommes sont blessés au Vietnam et emprisonnés dans la célèbre prison de Ao Lo. Ils sont isolés, enchaînés à des blocs de ciment, battus sans arrêt avec des chaînes rouillées et on les torture pour qu'ils parlent. Or, bien que soumis aux mêmes sévices, ces 2 hommes ont des réactions radicalement différentes face à ces épreuves. L'un décide que sa vie est terminée et se suicide pour ne pas avoir à souffrir davantage. De ces événements traumatisants, l'autre tire en lui-même, en ses camarades et en son créateur, une force encore plus profonde. Le capitaine Gérald Coffey se sert de cette épreuve pour rappeler aux gens du monde entier que l'esprit humain peut surmonter pratiquement toute douleur, toute difficulté ou tout problème. 2 femmes fêtent leur 70e anniversaire, mais chacune voit cet événement sous un jour différent. L'une sait que sa vie tire à sa fin. Elle est persuadée qu'ayant vécu 7 décennies, son corps doit se détériorer et qu'elle ferait mieux de régler ses affaires. L'autre croit qu'à tout âge, les capacités d'une personne dépendent de ses croyances, et elle se fixe un idéal plus élevé. Elle décide que 70 ans est un âge idéal pour s'initier à l'alpinisme. Pendant les 25 années qui suivront, elle se consacre à ce nouvel apprentissage, gravissant quelques-uns des plus hauts sommets du monde. Aujourd'hui, âgée de plus de 90 ans, Ulla Crooks est la plus vieille femme à avoir escaladé le mont Fuji. Ce n'est jamais l'environnement ni les événements de notre vie, mais bien la signification que nous prêtons à ces événements, la façon dont nous les interprétons qui détermine ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain. Ce sont les croyances qui font la différence entre une vie heureuse et une vie de misère et de peine. Les croyances sont ce qui distingue un Mozart d'un Manson. Ce sont elles qui transforment certaines personnes en héros et en condamnent d'autres à une vie de désespoir tranquille. À quoi servent nos croyances? Elles sont la force motrice qui nous indique ce qui nous apportera souffrance ou plaisir. Chaque fois qu'un événement se produit dans votre vie, votre cerveau se pose 2 questions. 1. Apportera-t-il douleur ou plaisir? 2. Que dois-je faire pour éviter la douleur ou obtenir du plaisir? Les réponses à ces 2 questions dépendent de nos croyances, qui sont régies par les analogies sur ce que nous avons appris et qui peut mener à la douleur et au plaisir. Ces analogies gouvernent toutes nos actions, aident de ce fait l'orientation et la qualité de notre vie. Les analogies peuvent être très utiles et sont simplement la reconnaissance de modèles semblables. Par exemple, qu'est-ce qui vous permet d'ouvrir une porte? Vous regardez une poignée et, bien que vous ne l'ayez jamais vue auparavant, vous êtes à peu près certain que la porte s'ouvrira si vous la tournez vers la droite ou la gauche, si vous la poussez ou la tirez. Pourquoi croyez-vous cela? Simplement parce que vous avez suffisamment de références pour créer en vous un sentiment de certitude. Et cela vous permet de faire votre geste jusqu'au bout. Sans cette certitude, nous serions pratiquement incapables de quitter la maison, de conduire notre voiture, de nous servir d'un téléphone ou d'accomplir les nombreux petits gestes de chaque jour. Les analogies nous simplifient la vie et nous permettent d'agir. Malheureusement, dans les domaines les plus complexes de notre vie, les analogies sont parfois trop simplistes et elles engendrent des croyances limitatives. Par exemple, s'il vous est arrivé à quelques reprises de ne pas pouvoir mener à bien plusieurs initiatives, vous avez pu en déduire que vous êtes incompétent. Si vous croyez à cela, cette conclusion peut devenir une prédiction autodéterminée. Vous diriez peut-être « Pourquoi essayer, puisque je n'irai pas jusqu'au bout de toute façon ?» Ou peut-être avez-vous pris quelques décisions peu judicieuses en affaires,
ou dans les relations avec les autres, et vous en avez conclu que vous saboterez toujours votre réussite. Ou peut-être qu'à l'école, vous pensiez que vous n'appreniez pas aussi rapidement que les autres. Et au lieu d'en conclure que votre technique d'apprentissage était différente, vous en avez déduit que vous éprouviez des difficultés d'apprentissage. Sur un autre plan, les préjugés raciaux ne sont-ils pas alimentés par un ensemble d'analogies sur un groupe d'individus? La difficulté avec toutes ces croyances, c'est qu'elles finissent par limiter vos décisions futures concernant ce que vous êtes et ce dont vous êtes capable. Il faut se rappeler que la plupart de nos croyances sont des généralisations sur le passé, fondées sur nos interprétations d'expériences douloureuses ou agréables. La difficulté est triple. 1. La plupart d'entre nous ne décident pas selon leurs convictions. 2. Souvent nos croyances sont fondées sur une mauvaise interprétation de nos expériences passées. 3. Dès que nous adoptons une croyance, nous oublions qu'elle n'est qu'une interprétation. Nous la traitons comme une réalité, une parole d'évangile et, en fait, nous ne remettons rarement, sinon jamais en question nos vieilles croyances. Si vous vous êtes jamais demandé ce qui motive les gens à agir, vous devez vous rappeler encore une fois que les êtres humains ne sont pas des êtres de hasard. Toutes nos actions découlent de nos croyances. Quoi que nous fassions, nous agissons parce que nous croyons consciemment ou non que cela nous rapprochera du plaisir ou nous éloignera de la douleur. Si vous voulez créer des changements importants et durables dans votre comportement, vous devez modifier les croyances qui vous emprisonnent. Les croyances ont le pouvoir de créer et le pouvoir de détruire. Les êtres humains possèdent l'étonnante capacité d'accorder à n'importe quelle épreuve dans leur existence un sens qui peut les paralyser ou qui leur sauvera la vie. Certaines personnes, en méditant sur leurs souffrances passées, se sont dit « À cause de cela, j'aiderai les autres. Parce que j'ai été violé, on ne fera plus jamais de mal à personne. » Ou « Parce que j'ai perdu mon fils ou ma fille, j'apporterai ma contribution à la société. » Ce n'est pas qu'elles voulaient croire à ce qu'elles pensaient, mais elles avaient besoin de cette croyance pour effacer cette épreuve et se créer une vie exaltante. Nous avons tous la faculté de suivre des valeurs qui nous motivent, mais un grand nombre d'entre nous ne suivent pas cette voie ou ne l'admettront jamais. Quand on refuse d'admettre qu'une raison se cache derrière toutes les tragédies inexplicables de la vie, on détruit sa capacité de vivre la vraie vie. Le psychiatre Viktor Frankl a observé ce besoin de donner un sens aux épreuves les plus douloureuses de la vie chez lui et chez les autres victimes de l'Holocauste nazi qui ont survécu aux horreurs d'Auschwitz et des autres camps de concentration. Frankl remarqua que quelques privilégiés qui avaient réussi à échapper à cet enfer sur Terre possédaient un point commun. Ils avaient pu supporter et transformer leur épreuve en prêtant un sens profond à leur souffrance. Ils ont fini par croire que parce qu'ils avaient souffert et survécu, ils pourraient raconter leur histoire et s'assurer qu'aucun être humain ne souffrirait plus jamais de cette façon. Les croyances influencent nos émotions ou nos actes, mais également, elles peuvent transformer notre corps en quelques instants seulement. J'ai eu le plaisir d'interviewer le Dr Bernie Siegel, professeur à l'université Yale et auteur d'un livre qui eut beaucoup de succès. Comme nous abordions le pouvoir des croyances, Bernie me parla des recherches qu'il avait effectuées auprès des personnes souffrant d'un problème de personnalité multiple. Ce qui est incroyable, c'est la capacité de ces gens de croire avec autant de force qu'ils étaient devenus d'autres personnes. Cette capacité découlait d'un ordre indiscuté envoyé au système nerveux pour qu'il produise des modifications mesurables de leur biochimie. Résultat, ainsi, en un instant, leur corps se transformait presque sous les yeux du chercheur et reflétait une nouvelle identité. Des études font état d'événements aussi remarquables qu'un changement réel de la couleur des yeux des patients ou l'apparition et la disparition de marques sur le corps. Même des maladies comme le diabète ou la haute tension vont et viennent selon la personnalité que la personne croit avoir revêtue. Les croyances peuvent même faire annuler l'effet des médicaments sur le corps. Bien que la plupart des gens soient persuadés que les médicaments peuvent guérir les maladies, des études effectuées dans le cadre de cette nouvelle science qu'est la psychoneuroimmunologie, la relation corps-esprit, commencent à mettre en lumière ce que beaucoup soupçonnaient depuis des siècles. Nos croyances en matière de maladie et de traitement de la maladie jouent un rôle significatif, et peut-être même plus significatif que le traitement lui-même. Le docteur Henry Bisher de l'université Harvard a effectué des recherches poussées qui montrent clairement que nous accordons souvent le bénéfice de la guérison à un médicament, tandis qu'en réalité c'est la croyance du patient qui est responsable de cette guérison. Cela fut démontré dans le cadre d'une expérience innovatrice au cours de laquelle on demanda à 100 étudiants en médecine de participer à l'expérimentation de 2 nouveaux médicaments. Le premier, une capsule rouge, leur fut décrit comme un puissant stimulant et le second, une capsule bleue, comme un puissant tranquillisant. À l'insu des étudiants, on avait interverti le contenu des capsules. La rouge contenait en fait un barbiturique et la bleue
une amphétamine. Or, la moitié des étudiants eurent des réactions conformes à ce qu'ils escomptaient, c'est-à-dire qu'ils manifestèrent une réaction différente de ce que le médicament aurait dû produire. On ne leur avait pas donné un placebo, mais un vrai médicament. Or, leur croyance avait annulé l'effet chimique du médicament sur leur organisme. Comme l'affirma par la suite le docteur Bischer, l'utilité d'un médicament résulte directement non seulement de ses propriétés chimiques, mais également de la croyance du patient quant à son utilité et à son efficacité. Les médicaments ne sont pas toujours nécessaires, mais croire à la guérison l'est. Norman Cousin. J'ai eu le privilège de connaître Norman Cousin pendant près de 7 ans et de faire, un mois seulement avant sa mort, la dernière interview enregistrée sur bande qu'il accorda. Lors de cette interview, il relata une histoire qui illustre à quel point nos croyances influent sur nos corps. Pendant une partie de football qui se déroulait en banlieue de Los Angeles, plusieurs personnes manifestèrent des symptômes d'empoisonnement alimentaire. Le médecin qui les examina en imputa la cause à une boisson gazeuse achetée dans une machine distributrice. On invita donc les spectateurs à ne pas utiliser la machine distributrice en question, les informant que certaines personnes étaient tombées malades, et on décrivit leurs symptômes. Un véritable charivari éclata aussitôt dans les gradins, alors qu'une foule de spectateurs furent brusquement pris de nausées et s'évanouirent. Des spectateurs qui ne s'étaient même pas approchés de la machine distributrice se sentaient mal. Les ambulanciers des hôpitaux locaux firent des affaires en or cette journée-là, en transportant de nombreux spectateurs à l'hôpital. Quand on découvrit que la machine distributrice n'était pas en cause, les spectateurs guérirent miraculeusement. Il faut se rendre compte que nos croyances ont le pouvoir de nous rendre malades ou de nous guérir en un instant. Il semblerait qu'elles influent sur notre système immunitaire. Qui plus est, elles peuvent soit nous déterminer à agir, soit nous affaiblir et détruire notre dynamisme. En ce moment, vos croyances influencent votre réaction à ce que vous venez de lire et influencent également ce que vous ferez avec ce que vous enseigne ce livre. Nous adoptons parfois des croyances qui créent des limites ou des forces dans un contexte très précis. Par exemple, notre aptitude à chanter ou à danser, à réparer une voiture ou à faire des calculs. D'autres croyances sont si générales qu'elles dominent pratiquement tous les aspects de notre vie, que ce soit positivement ou négativement. Je les appelle croyances globales. Les croyances globales sont des croyances énormes qui se rapportent à tout, notre identité, les gens, le travail, le temps, l'argent et la vie elle-même en fait. Ces généralisations sont souvent formulées avec « est »,« suis »,« sont ». La vie est, je suis, les gens sont. Comme vous l'imaginez sans doute, les croyances de cette envergure peuvent influencer et colorer tous les aspects de notre vie. Heureusement, un seul changement apporté à une croyance globale limitative peut changer notre vie presque entièrement en un tournement. Rappelez-vous, une fois acceptées, nos croyances deviennent des commandes indiscutées envoyées à notre système nerveux. Et elles ont le pouvoir d'élargir ou de détruire les possibilités de notre présent et de notre avenir. Si nous voulons diriger notre vie, nous devons exercer un contrôle conscient sur nos croyances. Pour cela, nous devons en premier lieu comprendre ce qu'elles sont, puis comment elles se forment. Qu'est-ce qu'une croyance ? Qu'est-ce qu'une croyance ? Souvent, dans la vie, nous parlons de choses que nous ne connaissons pas vraiment. La plupart des gens traitent les croyances comme des objets, alors qu'elles ne sont que des certitudes sur quelque chose. Si vous dites « je crois que je suis intelligent », vous dites en fait « je suis certain que je suis intelligent ». Cette certitude vous permet de faire appel aux ressources qui vous permettent de produire des résultats intelligents. Nous possédons presque toutes les réponses en nous ou, du moins, nous avons accès aux réponses nécessaires par le biais des autres. Mais souvent, notre manque de croyance ou de certitude fait que nous sommes incapables d'exploiter cette faculté. Pour bien saisir la valeur d'une croyance, il suffit de penser à son élément de base, l'idée. Il y a peut-être de nombreuses idées qui vous viennent à l'esprit sans que vous y croyiez vraiment. Prenons, par exemple, l'idée que vous êtes sexy. Arrêtez-vous une seconde et dites « je suis sexy ». Le degré de certitude que vous éprouvez en prononçant ces mots déterminera s'il s'agit d'une idée ou d'une croyance. Si vous pensez « je ne suis pas vraiment sexy », vous dites en fait « je ne suis pas vraiment certain d'être sexy ». Comment transformons-nous une idée en croyance ? Laissez-moi employer une image simple pour décrire ce processus. Si vous pouvez imaginer une table sans pied, vous avez une image assez juste de la raison pour laquelle une idée ne vous paraît pas aussi certaine qu'une croyance. Sans pied, cette table ne peut même pas tenir debout. Par contre, une croyance a des pieds. Si vous croyez vraiment que vous êtes sexy, comment le savez-vous ? N'est-ce pas parce que vous avez des références qui corroborent cette idée ou que vous avez eu des événements dans votre vie qui soutiennent cette idée ? Voilà les pieds qui solidifient votre table et donnent de la certitude à vos croyances. Quelles références possédez-vous ?
On vous a peut-être dit que vous étiez sexy. Ou peut-être vous êtes-vous regardé dans un miroir et vous avez comparé votre image à celle d'autres personnes réputées sexy en vous disant « Eh, je leur ressemble ». Ou peut-être que des étrangers dans la rue vous appellent ou vous saluent de la main. Tous ces événements sont insignifiants tant que vous ne les regroupez pas sous l'idée que vous êtes sexy. Ce faisant, vous renforcez votre idée en lui donnant des pieds et vous commencez à y croire. Vous éprouvez alors une certitude et cette idée devient croyance. Dès que vous aurez compris cette image, vous verrez comment se forment les croyances et comment on peut les modifier. En premier lieu, il importe de souligner que nous pouvons développer des croyances à propos de n'importe quoi pourvu que nous trouvions suffisamment de pieds, de références. Pensez à ceci. N'est-il pas vrai que vous avez connu suffisamment d'épreuves ou de personnes qui ont souffert à cause de leurs semblables pour croire que les êtres humains sont mauvais et que, si on leur en donnait la possibilité, ils vous exploiteraient? Peut-être que vous ne voulez pas admettre cela. Et, de plus, nous avons déjà précisé que cette croyance peut vous neutraliser. Mais n'avez-vous pas vécu des épreuves susceptibles, si vous le vouliez, de renforcer cette idée et de nourrir vos certitudes sur ce point? N'est-il pas vrai également que les épreuves que vous avez connues au cours de votre vie, références, peuvent renforcer l'idée que les gens sont foncièrement bons et que, quand on les aime vraiment et qu'on les traite bien, ils sont également disposés à nous aider? Laquelle de ces croyances est vraie? Peu importe. Ce qui importe, c'est de savoir laquelle est la plus dynamisante. Nous pouvons tous trouver quelqu'un pour renforcer notre croyance et la renforcer dans notre esprit. C'est ce qui donne aux humains leur pouvoir de rationalisation. La question clé est donc, une fois encore, de savoir si cette croyance nous donne plus de force ou si elle nous paralyse, et ce, jour après jour. Quels sont nos différents points de référence dans la vie? Certes, nous pouvons puiser dans nos expériences personnelles, ou dans les informations que nous donnent les autres, ou dans les livres, les cassettes, les films. Parfois, nos références sont uniquement fondées sur notre imagination. L'émotion intense que suscite en nous chacune de ces références influence certainement la force et la largeur des pieds de notre table. Les pieds les plus solides sont formés par les événements personnels, associés à une émotion intense par leurs critères douloureux ou agréables. Un autre facteur est le nombre de références que nous possédons. Évidemment, plus elles sont nombreuses à soutenir une idée, plus notre croyance sera solide. Vos références ont-elles besoin d'être exactes pour que vous soyez disposé à les utiliser? Non, elles peuvent être réelles ou imaginaires, exactes ou inexactes, car même les événements personnels, si solides soient-ils dans notre esprit, sont déformés par notre propre vision des choses. Nos croyances sont pratiquement illimitées et, de ce fait, les êtres humains sont capables de déformer et d'inventer les pieds de référence à assembler. Ainsi, peu importe la provenance de nos références, nous les considérons comme réelles et cessons de les mettre en doute. Cela peut avoir d'importantes conséquences néfastes selon la croyance que nous adoptons. Nous avons donc la capacité d'utiliser des références imaginaires pour nous mener dans la direction de nos rêves. En imaginant une situation quelconque, avec suffisamment de précision, on peut réussir aussi facilement que si on vivait cette situation. Cela s'explique par le fait que notre cerveau ne peut pas faire la différence entre une situation imaginée avec précision et une situation réelle. Notre système nerveux vivra une situation comme si elle était vraie, même si ce n'est pas encore le cas. Si nous ressentons une émotion suffisamment intense et imaginons souvent cette situation. Tous les chefs de file que j'ai interviewés avaient acquis la certitude qu'ils pouvaient réussir, même s'ils étaient des pionniers dans leur domaine. Ils ont pu créer des références là où il n'en existait aucune et ont pu réussir ce qui paraissait impossible. Quiconque se sert d'un ordinateur connaît le mot Microsoft. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que Bill Gates, le cofondateur de cette entreprise, n'était pas seulement une sorte de génie chanceux, mais un homme qui s'est jeté à l'eau, sans aucune référence pour appuyer sa croyance. Quand il découvrit qu'une firme d'Albuquerque était en train de concevoir un objet appelé ordinateur personnel, qui avait besoin d'un langage élémentaire, il appela son directeur et promit de lui fournir ce langage, bien qu'il ne possédait rien de semblable à l'époque. Une fois engagé dans cette voie, il devait trouver un moyen. C'est dans sa faculté de créer un sentiment de certitude en lui-même que résidait son véritable génie. De nombreuses personnes étaient aussi intelligentes que lui. Mais sa conviction lui servit de tremplin pour mobiliser ses ressources et, en quelques semaines seulement, il avait élaboré avec son associé un langage qui permit à l'ordinateur personnel de devenir réalité. En s'engageant et en tenant sa promesse, Bill Gates déclencha ce jour-là une série d'événements qui révolutionnèrent le monde des affaires, ce qui fera de lui un milliardaire dès l'âge de 30 ans. La conviction est la mère du pouvoir. Connaissez-vous l'histoire du Miles parcouru en 4 minutes?
Pendant des milliers d'années, on a cru qu'un être humain ne pouvait pas courir 1 mile en moins de 4 minutes. Mais en 1954, Roger Bannister franchit la barrière considérable de cette croyance. Il réussit l'impossible non seulement en s'exerçant, mais également en évoquant l'événement, en franchissant la barrière des 4 minutes tant de fois et avec tant d'émotions intenses qu'il se créa des références précises qui se transformèrent en commandes indiscutées dans son système nerveux. On ne se rend pas compte, cependant, que l'aspect le plus magnifique de cette percée est son influence sur les autres athlètes. Dans toute l'histoire de la course humaine, personne n'avait jamais pu courir 1 mile en 4 minutes. Or, moins d'1 an après que Roger bâtit ce record, 37 autres coureurs l'imitèrent. Son expérience leur fournit des références assez puissantes pour leur donner la certitude qu'ils pouvaient, eux aussi, réaliser l'impossible. L'année suivante, 300 autres coureurs firent de même. La croyance que je considère comme vraie est celle qui me permet de faire le meilleur usage de ma force, me donne les meilleurs moyens de transformer mes vertus en action. André Gide. Les gens ont très souvent des croyances limitatives sur ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils n'ont pas réussi par le passé, ils croient qu'ils ne pourront pas réussir à l'avenir. Ainsi, par peur de la douleur, ils essaient sans cesse d'être réalistes. Ceux qui affirment constamment « soyons réalistes » sont uniquement guidés par la peur morbide de subir une nouvelle déception. Par peur, ils développent des croyances qui les font hésiter et les empêchent de donner leur maximum. En conséquence, ils obtiennent des résultats limités. Les grands meneurs d'hommes sont rarement réalistes. Ils sont intelligents, précis, mais non réalistes en vertu des normes des autres. Ce qui est réaliste pour l'un ne l'est pas du tout pour l'autre. Cela varie selon les références de chacun. Gandhi croyait qu'il pouvait utiliser l'indépendance de l'Inde sans utiliser la force à l'endroit de la Grande-Bretagne, du jamais vu. Il n'était pas réaliste, mais il avait certainement vu juste. De même, il n'était certes pas réaliste de croire qu'on pouvait faire le bonheur du monde entier en construisant un parc d'attractions au milieu d'une orangeraie et en imposant un droit non seulement pour avoir accès à ces attractions, mais aussi pour avoir accès au parc. À cette époque, il n'existait aucun autre parc semblable dans le monde. Pourtant, Walt Disney avait une rare certitude et son optimisme transforma les circonstances de la vie. Si vous devez faire une erreur dans la vie, que ce soit en surestimant vos capacités, sans toutefois mettre votre vie en danger. De plus, cela n'est pas facile car les capacités de l'être humain sont beaucoup plus grandes que la plupart d'entre nous peuvent l'imaginer. Ainsi, de nombreuses études se sont penchées sur la différence entre les gens déprimés et les gens très optimistes. Quand ils entreprennent un nouvel apprentissage, les pessimistes jaugent toujours leur résultat avec une grande précision, tandis que les optimistes embellissent leurs résultats. Pourtant, cette évaluation irréaliste de leur rendement est le secret de leur réussite future. Invariablement, les optimistes finissent par maîtriser l'apprentissage en question, tandis que les pessimistes échouent. Pourquoi ? Les optimistes sont ceux qui, bien qu'ils ne possèdent aucune référence sur le succès ou même l'échec, passent outre ces références, laissant en déséquilibre les valeurs cognitives comme « j'ai échoué » ou « je ne peux pas réussir ». Ils préfèrent se forger des références fondées sur leur foi et font appel à leur imagination pour se voir agir différemment la fois suivante et réussir. C'est cette aptitude particulière, cet objectif unique qui leur permet de persévérer jusqu'à ce qu'ils finissent par établir des distinctions qui les propulsent au sommet. La raison pour laquelle le succès échappe à la plupart des gens réside dans le fait qu'ils ont trop peu de références liées à des succès passés. Mais l'optimisme agit selon la croyance que le passé n'est pas le futur. Tous les grands chefs, tous les gens qui ont réussi dans un domaine ou dans un autre sont conscients de la force intrinsèque qu'il y a à poursuivre la même idée, même s'ils ne connaissent pas encore tous les détails sur la manière de la concrétiser. Quand on acquiert la certitude absolue que procurent les puissantes croyances, on peut accomplir pratiquement n'importe quoi, y compris les actions que les autres croient impossibles. C'est seulement dans l'imagination des hommes que chaque vérité trouve une existence réelle et indéniable. L'imagination, et non l'invention, est le maître suprême de l'art, comme de la vie. Joseph Conrad. L'un des plus grands enjeux de la vie consiste à savoir comment interpréter ses échecs. La façon dont nous affrontons les défaites de la vie et la cause que nous leur attribuons joue sur notre avenir. Il ne faut pas oublier que notre réaction dans l'adversité et face aux difficultés influencera notre vie plus que toute autre chose. Parfois, nous accumulons tellement de références ayant un lien avec la douleur et l'échec que nous commençons à avoir la croyance que nous ne pouvons rien faire pour améliorer notre sort. Certains finissent par avoir l'impression que tout est désespéré, qu'ils sont impuissants ou nuls, ou que toutes leurs entreprises sont vouées à l'échec.
Voilà un ensemble de croyances auxquelles il ne faut jamais adhérer quand on veut réussir dans la vie. Elles nous privent de notre pouvoir personnel et détruisent notre faculté d'agir. La psychologie a donné le nom d'impuissance acquise à cet état d'esprit destructif. Quand les gens échouent quelquefois dans un domaine, vous seriez étonné de voir combien ce nombre est minime pour certains. Ils jugent leurs efforts vains et expriment ce découragement propre à l'impuissance acquise. Martin Seligman, de l'Université de Pennsylvanie, fait des recherches intensives sur les sources de l'impuissance acquise. Dans son ouvrage intitulé « Learned Optimism », il implique que 3 modèles de croyances précis peuvent nous donner un sentiment d'impuissance et détruire presque tous les aspects de notre vie. Le modèle permanent, le modèle global et le modèle personnel. Bon nombre des plus grands chefs de file de notre pays ont réussi, même s'ils ont dû faire face à de nombreux problèmes ou barrières. La différence entre ces meneurs et ceux qui renoncent découle de leur croyance sur la permanence ou non de leurs problèmes. Les chefs de file considèrent rarement ou jamais un problème comme permanent, tandis que pour ceux qui échouent, le moindre problème est permanent. Dès que l'on pense qu'on ne peut rien pour faire changer une situation, parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas réussi à la changer, on distille un dangereux poison dans son organisme. Il y a 8 ans, quand je sombrais dans le désespoir et pensais ne jamais pouvoir me relever, je croyais que mes problèmes étaient permanents. Jamais je n'ai eu si peu l'impression d'exister. J'appris cependant à associer une si grande douleur à cette croyance que je pus la détruire et ne jamais y adhérer par la suite. Vous devez faire de même. Si vous vous surprenez un jour ou surprenez un de vos proches à croire qu'un problème est permanent, réagissez. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous devez croire que cela passera aussi et qu'à force de persévérance, vous finirez par trouver une solution. La deuxième différence entre les gagnants et les perdants, entre les optimistes et les pessimistes, tient à leur croyance concernant la globalité de leurs problèmes. Pour un gagnant, un problème n'est jamais global, c'est-à-dire qu'il n'a jamais l'impression que ce problème domine l'ensemble de sa vie. Il se dit toujours « Ma foi, ce n'est qu'un petit problème lié à mes habitudes alimentaires, et non, je suis le problème, parce que je mange trop, je détruis toute ma vie. » Par contre, les pessimistes, ceux qui souffrent d'impuissance acquise, ont fini par croire que parce qu'ils ont échoué dans ce domaine, ils sont des ratés. Ils croient que parce qu'ils se heurtent à des difficultés financières, toute leur vie est détruite. Ils ne pourront pas prendre soin de leurs enfants, leur femme les quittera, et ainsi de suite. Bientôt, ils sont dépassés par les événements et se sentent tout à fait impuissants. Imaginez les effets conjugués de la permanence de la globalité. La solution pour résoudre ces 2 modèles consiste à trouver une situation que vous pouvez contrôler dans votre vie et à avancer dans cette direction. Ce faisant, vous effacerez certaines de ces croyances limitatives. La dernière catégorie de croyances, que Seligman a appelée le modèle personnel, comprend les problèmes liés à soi-même. Si on ne considère pas un échec comme un défi pour nous inciter à modifier notre attitude, mais bien comme un problème lié à ce que l'on est, comme un problème de personnalité, on se sent tout de suite accablé. Après tout, comment changer sa vie tout entière? N'est-ce pas plus difficile que de simplement modifier ses actions dans un domaine particulier? Ne pensez pas que votre problème a une cause personnelle. Comment pouvez-vous y trouver des solutions si vous vous accusez? Nourrir ces croyances limitatives équivaut à ingérer des doses infimes d'arsenic qui, avec le temps, finiront par provoquer l'issue fatale. Même si vous ne mourrez pas sur le champ, vous commencez à mourir émotivement dès le moment où vous adhérez à ce genre de conviction. C'est pourquoi il faut éviter à tout prix. Rappelez-vous toujours ceci, votre cerveau fonctionne comme un automate, filtrant toute information provenant de votre environnement et cherchant des références pour valider votre croyance, peu importe ce qu'elle est. C'est l'esprit qui fait le bien ou le mal, qui nous rend heureux ou malheureux, riches ou pauvres. Edmund Spencer.